Je m'appelle Joseph Marie Traoré. Je suis juriste de formation, collaborateur dans un cabinet d'avocat. Je travaille aussi, j'ai la chance de travailler avec mon père, Maître Auguste Traoré, un peu de ma situation. Je n'ai pas la sagesse de papa Emmanuel Saka et de papa Georges, ni mon papa aussi Georges Comé, mais la tâche de mon confiée concerne le droit. On nous a parlé du caractère social de la famille, de l'éducation de la famille par un enseignant. Le droit, c'est vrai, prend sa source d'abord, se renseigne sur la sociologie, sur la culture, pour édicter des textes de loi. Mais ce qui concerne réellement le droit, c'est la personne humaine. C'est pourquoi, dans notre code des personnes et de la famille, ce code-là commence d'abord par le caractère sacré et inviolable de la personne humaine. La loi assure la primauté de la personne. Parce que c'est la personne qui concerne le droit. Voilà. Et dans ce cadre-là, les dispositions de l'article 1er continuent en disant elle interdit toute atteinte à sa religion, à sa dignité et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Cela veut dire que la loi qui s'intéresse à l'être humain, à sa dignité et au caractère inviolable de sa personne humaine, met en place une institution ou bien, si je peux dire, des dispositions qui vont maintenant le protéger. Et c'est dans ce cadre, toujours dans le code des personnes et de la famille, que la loi va régir un lieu qui a été cité ici comme lieu de l'éducation de la personne humaine. Là où la personne humaine naît, se développe, s'épanouit et grandit. C'est le mariage. Et la loi dit que le mariage est d'abord un acte public. Ce n'est pas un acte secret, ça doit être fait publiquement. Cela veut dire qu'une famille n'est pas inscrite dans la discrétion, n'est pas inscrite dans un coin caché. Mais c'est une famille qui doit être connue de manière publique. Et les papas ont développé cela, puisque pour fonder une famille, on a parlé de la famille traditionnelle et de la famille nucléaire. Pour fonder une famille, on vient toujours d'une famille, n'est-ce pas? Excusez-moi, je suis toujours un peu... Voilà. Donc la loi continue en ce sens et elle va fixer pour l'homme et pour la femme l'âge aussi pour le mariage. Puisque on ne peut pas donner à tout le monde de fonder une famille. On ne va pas permettre à des enfants de 13 ans de fonder une famille, n'est-ce pas? Cela n'est pas possible puisque c'est le lieu de naissance de la personne humaine. C'est le lieu de développement de la personne humaine. C'est le lieu où on inculque à la personne humaine ce que la société veut qu'elle reçoive. Et l'âge est fixé ici pour l'homme à 18 ans et à 16 ans pour la femme. 18 ans pour l'homme et 16 ans pour la femme. Certainement, il y a une dérogation, mais on va faire grâce de cette dérogation-là et nous continuons. Mais ce qui est le plus important dans notre cas, pour aller plus rapidement, c'est les droits et devoirs des époux. Vous voyez, le code dit ceci. Article 316. Dans la limite des droits et devoirs respectifs des époux consacrés par le présent code, la femme doit obéissance à son mari. Déjà, le code commence à inculquer des voies et des pistes pour fonder une bonne famille. On demande à la femme d'obéir à son mari. Et il est dit au mari, protection à sa femme. Et comme j'ai l'habitude de dire, pour ceux qui lisent régulièrement leur Bible, ça doit nous rappeler une partie de la Bible, n'est-ce pas? La lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Femmes, obéissez à vos maris.
et Marie, aimez vos femmes comme Christ lui-même s'est donné à l'Église, a donné sa vie. Donc ici la loi, et je peux dire, la loi ne paraphrase pas Paul, mais la loi va dans le même ordre d'idée que Saint Paul. La femme, pour le droit, doit toujours obéissance à son mari. Le droit, vous allez dire, ne parle pas d'amour, c'est vrai, mais Christ qui est amour, Saint Paul nous encadre bien là-dessus. Mais la loi parle d'obéissance et du mari de protection. Et la loi continue en ce sens. Pour qu'une famille puisse se développer, il faut qu'il y ait que les époux se doivent mutuellement fidélité, protection, secours et assistance. Ils s'obligent à la communauté de vie sur la base de l'affection et du respect. Papa Emmanuel Sagara disait que nous avons des familles, le mari est aux États-Unis, la femme est au Mali. Mais ici, on nous dit qu'ils s'obligent à la communauté de vie. Normalement, c'est une violation du code, puisque le code pense que lorsque le mari est ailleurs, la femme est aussi dans un autre pays, il y a dysfonctionnement. Donc, pour le droit, les époux se doivent mutuellement fidélité. Et ce n'est pas juste un vain mot que la loi nous donne. Non, la fidélité est très importante pour l'éducation des enfants, parce que ça montre la solidarité entre le père et la mère. Protection, secours et assistance. On a l'habitude de dire que l'éducation, ce n'est pas juste les mots, dire des paroles, dire à son enfant, ce n'est pas bien d'insulter, ce n'est pas bien de dire des mensonges, mais il faut lui apprendre par toi-même à ne pas insulter. Donc, protection et secours à ta femme, à ne pas insulter ta femme devant tes enfants. Sinon, quelle éducation tu vas leur donner? Et la loi interdit cela. Et je me demande si on ne va pas faire grâce des cas de divorce, puisque on parle là-bas pour le divorce pour faute des sévices et excès graves. Donc quand il y a des insultes, de la violence, c'est qu'interdit la loi, puisqu'on dit protection. Quand on parle de protection, on protège sa femme, on ne doit pas être violent à l'égard de sa femme. La loi interdit cela. Et cela peut conduire malheureusement au divorce. C'est vrai que le Saint-Sacrement est à côté de nous et il est un peu interdit de parler de ça, parce que c'est pas bon. Mais la loi interdit qu'on puisse pratiquer de la violence, parce que ce n'est pas une bonne éducation pour les enfants. Et la loi continue en ce sens en disant, écoutez, les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation d'assurer la direction morale. Écoutez, la direction morale et matérielle de la famille, de nourrir, entretenir, élever leurs enfants et préparer l'établissement de ceux-ci. C'est tout un programme de gouvernement, comme le dirait mon grand frère Blaise Pascal Fomba. La famille, c'est comme un gouvernement, et voici son programme. C'est l'obligation d'assurer la direction morale et matérielle de la famille. Cela veut dire que c'est l'homme et la femme qui s'obligent du fait de vivre ensemble, de nourrir les enfants. Il faut qu'ils nourrissent leurs enfants. Et vous voyez les enfants qui sont abandonnés, qu'on appelle les enfants de la rue, ou bien qui sont dans les mosquées. La loi, par cette disposition, interdit cela. Entretenir, élever leurs enfants et préparer leur établissement. Cela veut dire quoi? Leur donner un avenir. La loi nous demande de donner un avenir à ces personnes humaines-là qui sont nées dans un foyer, dans une famille, disons. Pas dans un foyer, dans une famille. Voilà, à ces personnes humaines qui sont nées dans une famille. D'établir, de leur donner un avenir. Et nous continuons. Et je pense que peut-être ce sera la dernière partie, où il est dit que les charges du ménage pèsent sur le mari. La femme mariée qui dispose de revenus peut contribuer aux charges du ménage. Ici, la loi demande au mari de contribuer lui-même en tant que chef de famille, parce que c'est lui qui assure l'autorité parentale. C'est le mari. Excusez-moi, j'ai même sauté cette partie-là. Voilà. Le mari est le chef de la famille. La loi fait du mari le chef de la famille. Excusez-moi d'avoir sauté cette partie-là. Fait du mari le chef de la famille.
Ça veut dire qu'il est le garant, comme le président de la République, de la famille. Le garant qui protège la famille. Le garant qui assure la primauté, l'installation et l'avenir de la famille. Il perd cette qualité au profit de la femme en cas d'absence prolongée et injustifiée, de disparition, d'interdiction, d'impossibilité de manifester sa volonté. Je pense que nous comprenons tous le français. Donc, quelqu'un qui ne peut pas manifester sa volonté, ça peut être dû à une maladie ou bien du fait que le mari, voilà, il boit trop. Ce qui fait qu'il n'a même plus de volonté. Excusez-moi, on ne peut pas tout dire souvent, mais bon. Le fait, bon, quand je dis cela, je m'explique. Le fait d'aller dans l'alcool, du fait que le mari ne peut plus subvenir aux besoins de sa femme, va amener la femme à demander à ce que le salaire du mari soit partagé entre la famille et le mari. Donc on va prendre 2 tiers du salaire du mari et puis on l'accorde à la femme. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi. Et nous continuons, et c'est ce que je disais pour accompagner, la charge du ménage pèse sur le mari puisqu'il est le chef de la famille. En ce qui concerne la femme, si elle a un revenu, elle a la possibilité. Pourquoi? Parce que le Mali est parti sur un régime où la polygamie est possible. Et en matière de polygamie, tu ne peux pas dire que la femme s'occupe de que la femme doit prendre soin du foyer avec le mari. Le mari risque d'abandonner totalement le foyer, même si c'est le cas et que nous constatons cela à longueur de journée. Mais la loi quand même le dit ici clairement, cela appartient au mari. Et pour l'enfant, il y a quand même une évolution parce que le Code des personnes et de la famille a fait une reconnaissance de l'enfant naturel. Voilà. Et l'enfant naturel qui est reconnu par ses parents a les mêmes droits que l'enfant légitime. Ça, vraiment, on peut dire aussi que c'est une avancée. Dans l'ancien code, le code du mariage et de la tutelle avec le code de la parenté ne régissait pas ces dispositions-là. Et aussi le code des personnes a pris soin aussi de la succession. Quand une personne disparaît, comment régir aussi sa succession? Parce que tout cela fait partie de la famille, de l'éducation de la famille. Et on ne peut pas rentrer dans ce cadre-là, dans le cadre de la succession, pour détailler tout cela, parce qu'il y a beaucoup à redire. Ce qu'on peut retenir, c'est que quand un homme décède, ceux qui viennent à sa succession, c'est d'abord sa femme et ses enfants. Si son père, si les parents, c'est-à-dire les pères et mères du mari ne vivent pas. Si les pères et mères du mari ne vivent pas, c'est direct, immédiatement la femme et les enfants. Mais si les pères et mères ou bien l'un des parents vit, en ce moment-là, ce parent avec la femme et les enfants viennent dans l'héritage du mari. Donc, en grosso modo, moi je ne peux que parler de la personne humaine et de ce que la loi parle de la personne humaine. Je vous remercie. Vraiment, merci. C'est vrai que l'exercice se prend 15 minutes pour quelque chose aussi abondant, c'est pas facile. Merci, vous avez fait l'effort. Commençons par enseigner sur ce que dit le droit sur les questions de famille et d'éducation. Et pour vous, l'objet essentiel du droit, c'est la personne humaine. Et cette personne humaine naît, grandit, se développe dans le mariage. Et vous avez pris le soin de préciser les conditions du mariage, l'âge, les devoirs et les droits du mariage des époux. Et de chaque membre des époux, aussi la femme qui doit obéissance, le mari qui doit protéger sa femme, et les deux, la fidélité des époux, la protection, les secours et l'assistance. Et vous avez aussi insisté sur la question de la communauté de vie. Alors ces conditions permettent essentiellement d'entretenir la vie qui vient, de la développer, la protéger et de lui assurer un avenir, ce que vous avez dit. Et vous avez terminé sur les questions en suspens de la reconnaissance des enfants qui sont nés hors mariage. Je
de la filiation naturelle. La filiation naturelle, d'accord. Et puis la question des successions également. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est la question en cas d'irresponsabilité du mari, ce que prévoit le droit, les 2/3 à verser. C'est intéressant de savoir. Bien. Je m'arrête là pour continuer par la suite. Alors, notre quatrième intervenant, c'est Georges Collet.